Je sais que le chiffre travaille avec des startups, mais vous avez aussi des moyennes entreprises qui sont plus Ouais, établies, right? Ouais, on a des clients, tu sais, notre client moyen va avoir une quinzaine, vingtaine d'employés. Fait que ça va jusqu'à environ 75. Là. On a déjà accompagné des clients jusqu'à 350. Ça, c'est plus rare, mais fait que, on appelle ça encore des PME, mais c'est des clients qui ont des revenus qui sont plus établis. Fait que oui, là, on parle de grosses sommes, là. C'est ça. Donc, puis dans notre cas, la startup moyenne qu'on travaille avec, c'est un ou deux fondateurs. Il y en a quelques-uns avec des équipes. La capacité de payer est pas là en ce moment. Tu sais, nous, on charge pour nos services parce qu'on essaie de livrer beaucoup de valeur. Puis c'est difficile. Puis j'imagine qu'on n'est pas les seuls. Mais ça me fait poser la question suivante. C'est comme, on va être dans cette passe-là parce qu'on sait tous que c'est temporaire, là. Le marché passe à travers des cycles. Selon toi, on est où dans le cycle en ce moment? C'est vraiment bizarre. Parce que, mettons, tu regardes ce qui se passe au sud des frontières, l'économie est quand même forte. Tu sais, d'un point de vue consommation, c'est fort. Mais d'un point de vue investissement, on dirait qu'il y a comme un décalage. Mais moi, je pense que, écoute, je suis vraiment pas économiste, là, fait que on dirait que je veux même pas mettons que si je sors complètement de mes pantoufles, ce que je crois en ce moment, c'est qu'il y a un rattrapage de marché qui est fait dû à l'inflation, aux politiques passées qui faisaient que l'accès au capital était beaucoup trop facile. Fait que ça va durer 3, 4, 5 ans. Puis après ça, je pense qu'on va retomber dans quelque chose d'un peu plus naturel. Mais encore, tu sais, je suis vraiment pas un économiste. Ouais. Même je pense que les économistes le savent pas. Alors, Ouais. Moi, j'ai pas vraiment une intuition là-dessus non plus, là. Je dirais que le 5 ans, ça me semble un peu loin, mais en même temps, on le sait jamais parce qu'on est en train de repayer une grande dette qu'on a accumulée au cours des années. Exact. Puis, en tout cas, ça va être intéressant. On est peut-être 2 ans dedans, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est post-COVID. OK, tous les programmes post-COVID ont fermé. Les taux d'intérêt ont commencé à monter. Puis là, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a comme un rattrapage de marché. Puis là, on est dedans. Mais en même temps, écoute, il y a pas tant de monde dans la rue. Le taux d'emploi est fort. Tu sais, il y a d'autres... c'est weird parce que exact. C'est comme une dissonance cognitive. On expérience comme des difficultés économiques, mais les résultats qu'on associe à ça normalement, on les voit pas. Puis exact. tu te poses la question comme how are we doing it? Comme on imprime-tu beaucoup d'argent en ce moment pour comme compenser? Je suis pas certain. En tout cas. Puis tu sais, moi, en même temps, je suis dans ma bulle techno, là. Fait que tu sais, c'est difficile à dire parce que on dessert un pan, tu sais, des industries qui est limité. Fait que d'avoir un contexte global, comment, mettons, le manufacturier va, etc. Tu sais, c'est difficile à dire. D'un point de vue technologique, nous autres, ce qu'on a vu, c'est ça, plus de difficultés à l'accès au capital. Il y a encore des entreprises qui tirent leur épingle du jeu. Il y a encore des investissements qui se font. Fait que c'est pas mort, là. C'est juste que... C'est pas mort, mais le capital est plus frileux puis plus sélectif. Exact. Hein. Ils ont le pouvoir d'être plus sélectifs parce que il y a juste moins de capital dans le marché, là. C'est pas aussi cheap qu'avant. Donc, ça, c'est un excellent, peut-être, premier sujet à rebondir dessus parce que c'est super pertinent pour tous ceux qui écoutent, qui vivent les mêmes choses que nous. Qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'entreprise, en tant que gestionnaire d'entreprise pour mitiger les risques dans des périodes comme ça? Puis, tu sais, les choses évidentes, c'est réduire le burn, puis des choses comme ça. Mais as-tu des conseils d'un point de vue d'un CPA, tu sais, plus expérimenté? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais, Mike, que tu es un fan de Taleb, fait que je vais faire Nassim Taleb, fait que je vais faire un petit parallèle. Yes. Pour moi, il y a 2 choses qu'on peut faire. Il y a un point de vue stratégie. C'est quoi notre stratégie financière? Puis c'est quoi nos tactiques financières? Un peu comme tu joues aux échecs. Quand tu joues aux échecs, la tactique, c'est 2-3 coups. C'est de reconnaître ce qui se passe en ce moment puis agir rapidement. La stratégie, c'est plus de se mettre dans une position où est-ce que tu n'as jamais à faire des tactiques qui sont désastreuses pour toi ou tu n'as jamais à faire... Fait que pour moi, il y a 2 volets. Premièrement, d'un point de vue stratégique, tu dois
même quand ça va bien, idéalement, l'entreprise ne devrait jamais se mettre dans une position où est-ce que s'il y a un downturn économique ou s'ils sont pas capables d'aller chercher le prochain financement, ils sont juste pris au dépourvu puis ils n'ont pas d'option, ils peuvent pas payer leur prochaine paye, etc. Fait que déjà là, même quand ça va bien, stratégiquement, il faut de l'antifragilité, là, puis là, c'est là que je fais le parallèle avec Taleb, d'un point de vue financier. Donc, est-ce que ça veut on dire est capable... quoi? Pause pour une seconde. Explique aux gens qui connaissent pas l'antifragilité, c'est quoi? C'est être capable de prendre des coups, puis se relever, puis mettons que le reste des organismes, mettons que tu es l'organisme parce qu'il y a plein de monde qui meurt autour de toi, mais toi, tu t'en tires plus fort. Par exemple, dans un downturn économique, si t'es antifragile, tes compétiteurs meurent, ils n'ont pas accès au capital ou ils sont pas rentables, puis toi, tu restes, puis qu'est-ce qui va sortir de ça? C'est l'équivalent de Warren Buffett ou des gens qui ont fait des investissements quand ça allait mal. Donc, d'un point de vue, mais ce qui permet de faire ça souvent, c'est la structure financière. Puis oui, il y a la culture, oui, il y a la résilience, etc. Mais une bonne structure financière, c'est s'assurer que le service de la dette est pas quelque chose qui peut noyer l'entreprise, qu'on est capable de générer des bénéfices avec les activités commerciales, qu'on a des options aussi, des leviers dans l'entreprise, soit réduction des dépenses, réduction du burn. Puis là, je parle de tactiques qui nous permettent de maintenir les choses à flot. Mais il faut quand même avoir une stratégie financière qui est censée. Donc, est-ce que le modèle économique tient la route? Est-ce que on est capable de prendre des coups sans mourir? Puis surtout éviter la ruine, ce qui est possiblement la chose la plus importante pour une startup. C'est une des principales raisons pourquoi les entreprises meurent ou une startup n'aura pas de succès, c'est par manque de cash. Après, peut-être se chicaner entre actionnaires. Puis souvent, c'est ce que ça entraîne, c'est un manque de cash. C'est pas tant le product market fit, c'est pas tant... Les entreprises sont capables mais quand t'as plus d'argent, t'as plus d'énergie, t'as rien que tu peux faire, là. Exact, aucune option. Ben, tu l'as super bien dit. Tu l'as super bien dit. Puis, juste pour le fun, rentrons dans la stratégie un peu plus. Tu as mentionné couper des dépenses. Ça, c'est le premier levier, je pense, qu'on a accès, puis on a le plus de contrôle dessus. J'ai des subscriptions SaaS que j'utilise à peine. Je vais éliminer ça tout de suite. Ce qui est plus difficile, par contre, c'est les dépenses humaines, la masse salariale. Ouais. Comment est-ce que tu vois ça quand un gestionnaire d'entreprise fait face à une décision difficile par rapport à ça? Comment est-ce que tu évalues la situation puis tu dis, you know what, on doit faire des coupures, sinon on risque d'avoir une situation critique qu'on peut pas se lever après. Comment est-ce que tu gères cette situation-là? Je sais que c'est tough comme question, mais... Ouais. Ben, c'est la rançon d'être un dirigeant d'entreprise. Puis ça, c'est pas juste d'un point de vue technologique, c'est d'un point de vue n'importe quelle entreprise. T'as la gloire quand ça va bien. Les gens te mettent de l'avant. Les gens t'adultent, sont contents. Ton organisation te pousse. Puis parfois, quand ça va mal, il y a des choix cruels à faire. Parfois, c'est juste d'assainir le système pour que justement, comme un feu de forêt, dans une forêt, si on parle d'un feu de forêt, oui, il y a des arbres qui meurent, mais la forêt s'en tire mieux. Puis au niveau technologique, c'est ce qu'on a vu beaucoup mettons, au niveau des grosses entreprises. Il y avait eu un petit peu de bloating au niveau de ce qui avait été engagé, surtout au niveau de force de développement. Puis là, il y a eu ça s'est un peu plus naturalisé. Fait que ça, c'est une part. Dans certains cas, si on parle de l'ancien Twitter, Facebook, ils ont fait d'immenses coupures. Puis dans le cas de Twitter, ils ont coupé comme 80% du staff, puis ça roule encore. Donc, dans certains cas, il y a beaucoup de bloat dans ces tech. Exact. Compagnies. Fait que ça, c'est pas une coupure, peut-être dans le cas de Twitter, mais même tu regardes Facebook, tu regardes Google, tu regardes Microsoft. C'est des coupures qui se font, mais ces entreprises-là font des profits quand même importants. La raison pourquoi ils font des coupures, c'est pas parce qu'ils vont mourir, c'est parce qu'ils veulent assainir le système ou qu'ils jugent que les ressources sont pas nécessairement bien utilisées de l'entreprise. C'est une stratégie, dans tous les cas, c'est une tragédie humaine, là. Moi, en ce moment, je parle seulement de
d'incitatifs économiques, puis qu'est-ce qui est à faire pour assurer la survie de l'ensemble. Fait que ça, c'est une décision d'assainissement. Puis après ça, tu as la décision du boucher ou du chirurgien qui dit, OK, ben là, tu as une gangrène qui est pognée dans ton bras, puis si tu coupes pas ton bras, ben tu vas mourir, là. Fait que ça fait mal couper un bras, puis il y a personne qui aime ça. Puis tout le monde, ceux qui comprennent pas l'ensemble de l'organisme vont te critiquer vraiment, vraiment fortement. Dire, pourquoi t'as coupé le bras? T'avais pas besoin de couper le bras. Puis moi, je l'aimais, ce bras-là, puis il me servait, puis on mangeait avec, puis on faisait toutes sortes d'affaires avec, mais la décision d'un chef d'entreprise, c'est de regarder l'organisme dans son ensemble. Le bras, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'un bras, ça repousse, je devrais dire, mais ce que je veux dire, c'est que... pour une pieuvre. Exact, une pieuvre, exact. Il faut considérer le système dans son ensemble. Puis préserver le système, c'est possiblement une des principales... tu sais, de pas mourir, c'est la principale fonction du CEO et par extension de son CFO, de son directeur financier. Une des principales responsabilités que nous, on a face à nos clients, c'est de les empêcher de se ruiner, de les faire prendre des bonnes décisions financières. C'est comme une des plus grosses responsabilités qu'un CFO peut avoir. Oui. Moi, je pense que couper un bras, c'est très difficile quand ça vient le moment de le faire. Mais encore plus, je devrais pas dire difficile ou compliqué, c'est de savoir quand le faire. Parce que j'imagine que vous avez vu ça, mais souvent, on fait des coupures trop tard, puis l'effet est atténué par le fait que tu as juste attendu trop longtemps, puis tu aurais pu prendre la même décision difficile il y a 5 mois, puis tu aurais pas mal plus de cash pour jouer avec. Donc, selon toi, comment est-ce que tu gages, c'est quoi les bonnes pratiques pour évaluer ces décisions-là, le time frame et tout? C'est pas de la science nucléaire. La première, c'est il faut du courage, puis je pense que tu as déjà mis le doigt dessus. Tu sais, parfois, il faut juste affronter la réalité. Puis la meilleure façon d'affronter la réalité d'un point de vue économique, c'est d'être dans des tableaux Excel ou des outils de modélisation. À partir du moment où tu as une certaine vélocité ou que tu commences à payer pas mal de salaire, moi, je pense que la plupart des entreprises devraient vivre avec au moins des prévisions 24 mois qui sont... puis d'être capable... 24 mois, c'est long, là. Mettons, tes 3-4 prochains mois sont vraiment, vraiment super importants, puis tu es capable de bien modéliser qu'est-ce qui va se passer. 12 mois, tu as une bonne idée. Tes 12 mois d'après, écoute, c'est moins lié au cash, c'est plus lié à ton contexte, ce que tu crois qu'il va se passer d'un point de vue économique. Macro. Fait que ça, exact, d'un point de vue macro, ça, je pense que n'importe quelle entreprise qui commence à avoir de la sophistication devrait avoir ça. Puis même une entreprise qui est pas avancée devrait être capable de faire ça sur une certaine napkin. OK, ça va être quoi ma position de cash dans 6 mois avec mon burn actuel puis mes revenus actuels. Puis un des enjeux que je vois souvent à ce niveau-là, puis on parlait de courage, mais il faut aussi venir contrer l'optimisme naturel de l'entrepreneur. Souvent, l'entrepreneur dit « Ah oui, mais mes ventes vont se réaliser, puis c'est sûr que ce contrat-là, je vais le signer, puis il y a aucun de mes clients qui vont churner, mes gros clients vont churner, mais dans la réalité, ça arrive tout le temps. Puis souvent, c'est des entreprises qui sont risquées. Fait qu'il faut être quand même conservateur au niveau du cash qui rentre, puis ça, c'est juste pour se protéger l'organisme. Après ça, ça, c'est stratégiquement. Puis là, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tactiquement, si on commence à arriver dans un crunch, ben là, on tombe dans cash flow 13 semaines. OK, comment est-ce qu'on fait les payes? Qu'est-ce qu'on retient? Puis même le cash flow 13 semaines, c'est important de comprendre avant même d'être en crise pour comprendre comment la sève de l'entreprise, qui est l'argent, circule dans l'organisme. C'est quoi nos leviers qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut étirer les comptes clients? Est-ce qu'on peut raccourcir les comptes clients? Étirer les comptes payables. Il n'y a pas juste une question de burn, il y a aussi une question de timing. Fait que c'est important de comprendre ça. Puis souvent, juste de faire un cash flow 13 semaines, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour bien le comprendre. Mais en situation de crise, OK, cash flow 13 semaines, chaque semaine, on le révise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui rentre? Puis on s'assure de sortir de cette dynamique-là. Fait que c'est pas mal les outils, mettons, d'un point de vue vraiment tactique, là, c'est pas mal ce qui s'offre à nous, là. Absolument. Mais à ton point d'être conservateur dans tes prévisions, moi, j'ai vraiment appris ça de mon mentor, qui est un comptable comme vous, là. Puis, je suis une personne super optimiste. Puis je suis comme, on va doubler nos chiffres dans... Puis, il est comme, non, comme, tu sais,
tu penses que quelque chose va arriver, ça va pas arriver. Puis si ça n'arrive pas, tu veux avoir comme ta base bien setée. Puis ce que j'ai appris de ça, c'est que ça, c'est naturellement antifragile. Puis la raison est que si tu utilises les mêmes prévisions qu'on va dire dans la dernière période, tu sais que tu vas au moins être capable de frapper ça. Puis si ça va au-delà de ça, tant mieux. Mais si ça va égal ou en dessous, au moins tu peux absorber ce choc-là. Puis ça a changé la façon que je vois la gestion de cash flow. C'est toujours mieux d'être conservateur parce que tu peux juste pas prédire qu'est-ce qui va venir dans le futur. Peut-être qu'un compétiteur arrive out of nowhere puis gobe la moitié d'une part de marché. Puis tu peux pas prédire ces choses-là. Mais ce que tu peux prédire, c'est si tu vas avec une prévision conservateur, tu peux pas mal savoir que tu vas au moins frapper ça à comme 80%. Puis les chances sont que si tu fais un grand effort dans la prochaine période, tu vas le dépasser. Puis tant mieux. Parce que là, tu peux prendre des décisions plus éclairées une fois que c'est atteint. Tout à l'heure, tu as mentionné qu'une des choses, il y a comme deux choses typiquement qui vont tuer une entreprise. Un, c'est comme l'aspect financier, plus de cash, plus d'options. Mais même plus grand que ça, puis plus commun probablement, c'est les fondateurs qui s'entendent pas. C'est la politique interne. Puis je mentionne ça parce que ton nom a été soulevé dans une discussion que j'ai eue avec BMO la semaine passée. Toi et ton cofondateur, Jean-Gabriel, vous êtes un peu comme un dynamic duo. Vous êtes bien connu dans l'espace des startups. Puis vous avez clairement bâti quelque chose de super, de très bien. Puis je pense que vous avez comme frappé une corde en quelque part. C'est quoi votre secret? Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable de travailler ensemble puis bâtir quelque chose puis éviter les pièges de chicanes internes, politiques, etc.? Dans n'importe quelle relation de travail ou même n'importe quelle relation humaine, le plus important, c'est le niveau de confiance que tu vas avoir avec l'autre. Plus ton niveau de confiance est haut, plus tu es capable d'accepter qu'il y a des erreurs qui vont se passer, que les choses vont pas nécessairement aller comme tu veux nécessairement. Puis quand tu travailles à deux, c'est sûr que ça se complexifie parce qu'on n'a pas les mêmes forces. Moi puis Jean-Gab, on fait souvent des blagues en disant ouais, on est la même personne, on se connaît depuis qu'on est en secondaire 2. J'ai passé plus de temps avec Jean-Gab que on est quasiment rendu que mes parents. Là, dans 5 ans, je vais avoir passé plus de temps avec Jean-Gab que mes parents, ce qui est assez fou. Wow. D'un point de vue d'un point de vue professionnel, puis d'un point de vue quand tu réfléchis à ça, on pense un peu pareil, mais on a des personnalités très différentes puis très complémentaires. Puis le temps, l'amitié, le travail ensemble a fait qu'on comprend nos forces, on comprend aussi ce que l'autre amène. J'ai la chance d'être avec un partenaire qui est excessivement généreux. Fait que, la générosité dans une relation de confiance, c'est comme la chose la plus importante parce que si tu donnes toujours 2 fois plus que tu reçois ou tu as un mindset de donner 2 fois plus que tu reçois, il y a comme des externalités positives qui vont se faire. Puis j'en regarde encore plus que moi. Moi, j'essaie de le suivre à ce niveau-là, mais c'est comme il est tough à battre. il est toujours dans cette générosité-là. Puis c'est ce qui fait que peu importe. Puis dans le couple, là, c'est moi qui prend le plus de risques des deux, mettons. C'est moi le cowboy, c'est moi qui est un peu plus créatif. Fait que c'est moi qui a le plus d'échecs, conséquemment. Puis j'en regarde avec justement parce qu'il y a cette confiance-là puis cette générosité-là, il est capable d'accepter que ça se passe, puis parfois c'est bon, parfois c'est mauvais, mais la somme de ça, c'est la résultante de ça qui est quand même positive. Là. Ah, absolument, j'adore ça, le cowboy. Puis si toi t'es le cowboy, lui il est quoi? On a... Ce qu'on aime dire, c'est que... c'est quoi? C'est Darius puis Cyrus dans l'Empire perse, là, t'as le conquérant et t'as pas l'intendant, mais plus la personne qui assure la gestion de l'Empire. C'est lui qui a fait croître. Le Grand Vizier. Exact. Fait que moi, je suis très, très bon. Wartime, 0 à 1, créativité. Lui, c'est 1 à 100, stabilité. Fait on a vraiment... Fait que moi, c'est comme... Puis des structures. Okay. Exact. Fait que moi, c'est créer quelque chose qui n'existait pas. Puis lui, c'est prendre la chose qui existe maintenant puis l'amener à un autre niveau. Fait que, cette complémentarité-là est quand même très bonne entre nous deux. Là.
Je pense que cette complémentarité-là est classique dans les startups. Puis tu peux faire l'argument que sans ces deux morceaux-là, c'est comme difficile pour une startup d'atteindre un certain niveau. Parce que si c'était juste toi, on s'entend, une des erreurs que tu aurais commis sur ton parcours pourrait être catastrophique si c'était pas pour Jean-Gab qui cover your bases, look around the corner, puis tout ça. Puis si c'était juste lui, peut-être qu'il y aurait des limitations aussi, mais la force de mettre les deux ensemble, c'est comme, tu sais, the whole is greater than the sum of its parts, right? Exact. Puis c'est pas juste les erreurs que j'ai commises qui viennent me sauver, c'est les erreurs que je n'ai pas commises aussi parce que ils me temporisent. Dans le sens que je peux pitcher 10 idées, puis lui il est comme, OK, il y en a 8 ou 9 là-dedans qui sont bonnes, mais le timing est pas bon, il y en a trop. Fait que ça nous permet de centrer un peu ça. Ça veut pas dire, tu sais, qu'on n'est pas capable d'occuper... Jean-Gab est capable de prendre du risque, je suis capable d'assumer un poste de gestionnaire, je l'ai fait pendant des années, mais mettons, si on avait juste à suivre la nature, puis notre dynamique ensemble, c'est là où est-ce qu'on se retrouve. Mais cette dynamique-là, j'ai eu d'autres partenaires dans ma vie d'affaires. Il y en a que ça a été catastrophique, il y en a que ça a bien fonctionné, mais c'est juste qu'on n'a pas trouvé cet équilibre-là. Puis dans d'autres relations, c'était plus moi qui étais justement par ma formation comptable, qui était plus la personne structurée. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché, parce que j'aurais peut-être que dans le fond de moi, ce que je voulais vraiment, c'est avoir le rôle du brasseur de cartes. Right on. Fait que, ouais. Cool. Puis, t'as dit quelque chose tout à l'heure, c'était quoi? Ouais, non, j'ai oublié cette portion-là, mais c'est super intéressant. Je pense que je me rappelle d'une statistique, ça fait longtemps que j'ai entendu ça, mais les solo founders ont très peu de chances de succès en startup. Je parle de startup techno. Puis les meilleurs, c'est les two founder team, puis les 3 founder team. Quand tu arrives à 4, il y a comme, I guess, une complexité de la politique qui rentre encore une fois, puis t'as comme un diminishing return. Donc, souvent, à l'Institut, on a des solo founders qui arrivent, puis on a le goût de dire comme, hey, ça irait vraiment à ton avantage de trouver un cofondateur. Puis, pas tout le monde a des amis de secondaire 2 qui sont assez proches, qui font confiance, puis tout ça. Ah, je viens de me rappeler de ce que je voulais dire. Je vais tenir cette idée-là. La confiance que vous avez un avec l'autre, c'est vraiment intéressant parce que ça crée ça crée un game theory intéressant où que tout le monde veut comme faire plus pour l'autre. Puis imagine le net résultat de ça au cours des années. Il y a tellement de confiance, puis à mesure que vous avancez, il y a plus de confiance parce que je veux en donner plus, c'est quasiment une compétition, tu sais. Puis ça, c'est très rare d'ailleurs, Thomas Louis. Si tu as ça, c'est comme très, très précieux. Je pense que tu serais d'accord avec moi. Donc, voilà pourquoi que c'est probablement important de savoir comment bâtir une relation forte avec quelqu'un, bâtir de la confiance tôt dans la relation, être plus un giver qu'un taker. Puis, je sais pas s'il y a une formule pour ça, mais tu sais, ça serait juste une bonne pratique si tu veux bâtir une équipe fondatrice. C'est dès jour 1, bâtir cette confiance-là, démontrer de l'intégrité, puis évidemment avoir une complémentarité entre les fondateurs. Je pense que la meilleure façon de trouver un cofondateur, il y a comme 2 façons. Il y a la façon, j'ai une confiance qui est bâtie avec quelqu'un dans mon entourage qui fait que je peux me partir en affaires avec cette personne-là. Des fois, c'est la conjointe ou le conjoint ou un ami, etc. Ce que tu sacrifies dans ce temps-là, c'est peut-être un peu de compétence. Moi, j'ai la chance d'avoir un ami qui est excessivement compétent. Fait que j'ai comme le meilleur des 2 mondes. Puis, tu sais, la compétence crée de la confiance, puis les relations créent de la confiance. Ça, je fais un parallèle aussi avec le rôle d'un comptable. Souvent, ce qu'on dit à l'équipe, c'est que tu as 2 rôles à faire avec eux autres. Il faut que tu prouves que tu es compétent day in, day out. Ça bâtit la confiance. Il faut aussi que tu sois capable relationnellement de maintenir les ponts, d'avoir des discussions, puis de faire que la personne va t'aimer la face, puis qu'elle aime ça travailler avec toi. Et c'est aussi important que d'être compétent. Les 2 sont aussi importants. Puis il y a beaucoup de comptables
auxquels je reproche d'avoir mis trop d'emphase sur la relation puis pas assez sur la compétence et la valeur qu'ils amènent. Mais nous, on essaie de travailler sur les deux fronts en même temps. Je fais un parallèle aussi avec les cofondateurs. L'amitié fait que relationnellement, c'est très fort. Après ça, tu bâtis sur la compétence. Si tu veux bâtir une relation de cofondateur, si t'as pas, mettons, une longue série de confiance puis une longue... Moi, ce que j'ai vu ou ce que je sais, c'est que c'est des gens qui se trouvent de façon pointue dans un domaine parce qu'ils sont super intéressés dans quelque chose en particulier, puis ils se retrouvent soit sur Internet, soit quelque chose, puis la relation de confiance se bâtit initialement par la compétence, puis après avoir passé pas mal de temps ensemble, relationnellement, il y a de quoi qui se crée, puis là, ça... Hop, la confiance. Il y a de quoi de solide. Exact, la colle tient. Sauf qu'il faut les deux. S'il n'y a pas... Exact. Puis la compétence, c'est relatif, là. Moi, je trouve Jean-Gab compétent, il me trouve compétent, mais peut-être que quelqu'un qui est vraiment, vraiment très solide serait comme ces deux bozos, là. C'est ceux-là, mais dans votre contexte, il y a un contexte. Dans une start-up de biotech, oublie ça. Ouais. Là, tout à coup, moi et toi et Jean-Gab, on est plus compétents. Donc, c'est très niche dependent aussi. Ça dépend aussi c'est quoi le rôle que j'assume. Mettons que j'ai que quelqu'un vient me contacter parce qu'il y a une idée de biotech puis comme I need a co-founder. Je te vois parler au podcast de Mike, je te trouve incroyable. Puis là, moi, je suis capable quand même d'assumer un rôle, dire, OK, ben moi, je vais prendre le chapeau avec mon expérience financière, finance, opération, commercialisation, puis toi, occupe-toi, product, etc. Fait qu'on peut avoir une bonne complémentarité, même si je suis pas un scientifique. Fait qu'il faut pas croire que c'est seulement la compétence est liée. En fait, c'est mieux que les compétences soient à d'autres endroits que les tiennes. Parce que sinon, tu te piles ses pieds pis t'es comme, hey, moi, je l'aurais fait comme ça, le design. Non. Moi, tu sais, fait puis même si Jean-Gab et moi sommes deux comptables, réellement, nos forces sont à des places différentes. Fait que c'est rare qu'on se pile ses pieds, là. T'es-tu plus marketing, toi? Ouais. Marketing, vente? Jean-Gab, c'est un excellent vendeur, mais mettons, lui est plus... Mon approche est plus pull, lui est plus push. Fait qu'excellent vendeur de son côté. Moi, je suis un bon vendeur, mais je pense que tu sais, j'écris les gens me, tu sais, je suis une bonne égérie pour ce que le chiffre est. Fait que cool. J'aime ça créer du contenu, des trucs de même. Fait que moi je suis plus marketing, commercialisation, structurer. Fait que Jean-Gab est très bon pour structurer un deal. Je suis très bon pour structurer un service. Tu sais, comment est-ce qu'on va packager quelque chose pour que ça tienne la route avec 100 clients. Puis Jean-Gab prend ce framework-là puis fait comme, OK, bon, mais ce client-là, c'est quoi ses besoins particuliers? Là? Very cool. J'aimerais changer de gear un peu. Ça, c'est un sujet là, qui est hyper pertinent étant donné la situation macroéconomique. L'idée de bootstrap versus fundraising. Est-ce que je lève une ronde pour ma startup de 1 million seed round à 5 millions d'évaluation? Est-ce que je vends en équité ou est-ce que je grind pour bâtir des cash flows organiquement puis j'embauche à mesure que j'ai la capacité d'embaucher? Drôlement, c'est fascinant pour moi parce que je suis là-dedans en ce moment avec une startup que j'avise. On est vraiment au point de est-ce qu'on lève ou est-ce qu'on bootstrap? Puis on a la capacité de bootstrap. C'est une entreprise profitable, c'est une entreprise qui est en croissance, mais la croissance n'est pas tout à fait assez vite pour faire certaines choses qu'on aimerait faire tout de suite. Je veux piquer ton brain, fais semblant que je suis un client de Le Chiffre, puis comment tu m'aviserais pour jongler cette idée-là? La première chose que je fais avant même de parler de l'entreprise, c'est de faire une analyse psychologique des fondateurs, puis des objectifs des fondateurs. Est-ce que les objectifs des fondateurs, c'est d'avoir une entreprise plus lifestyle, de pas avoir beaucoup de pression, d'être libre, de faire leur choix? C'est sûr que de le faire soi-même, c'est plus facile dans ce cas-là. Tu vas avoir moins de personnes à la table, tu vas avoir moins de pression, tu vas le faire comme tu veux. Puis ça, le bootstrap, ça offre une liberté qui est fantastique et phénoménale. Si, par contre, on a des fondateurs qui sont comme, non, moi, j'ai 30 ans de vie active, puis j'ai le goût d'en faire le mieux que je peux, je veux me rendre le plus haut possible, ou je crois que mon idée mérite d'être dans les mains ou devant les yeux du plus de personnes possible, alors je veux
lui donner le maximum de chances de réussir, puis je crois que d'avoir plus de ressources me permettrait de faire ça, ben là, tu as une psychologie qui est complètement différente. Fait que première chose qu'on fait, c'est qu'on analyse les personnes qui sont devant nous, puis souvent, même à faire cet exercice-là, tu réalises que, il y a un fondateur qui est beaucoup plus growth-oriented, puis il y en a un autre qui est plus lifestyle ou profit-oriented. Fait que là, déjà là, il faut que le monde se parle puis s'entende. Première chose. Ouais. Deuxième chose, une fois que tu as réalisé ça, ça veut pas dire nécessairement que la direction que tu veux prendre, toi, en tant que fondateur, c'est ce que ton entreprise a nécessairement besoin. Fait que il y a des entreprises que même si tu injectais 2 millions dans l'entreprise, 5 millions dans l'entreprise, la vélocité que tu atteindrais serait pas tant plus élevée, surtout quand tu n'as pas trouvé ton product market fit, surtout quand c'est pas très clair tes prochaines étapes, surtout quand tu fais quelque chose de très, très complexe aussi, où ça prend du temps de border du monde. Puis, fait que même si tu dis, hey, moi, je veux aller très vite puis je veux aller chercher 10 millions, ben, je suis désolé, ton 10 millions va te servir à quoi? Oui, parce que tu peux pas le déployer de façon efficace. Exact. Puis le capital, vraiment, c'est un accélérateur. Ce n'est pas... Oui, parfois, il peut servir à trouver quand c'est du capital de recherche, mais c'est plutôt rare. Fait que, après ça, t'as le contraire. T'as l'entreprise qui est assise sur une mine d'or, en fait, qui est assise littéralement sur une fusée, qui attend juste que tu mettes du gaz dedans. Puis ils sont comme, tu sais quoi, non, je n'ai pas tant le goût de faire ça. Puis là, tu peux te challenger, puis tu peux te dire, hey, tu génères, par exemple, une LTV de 10 000 $ par client que tu vas chercher. Ton CAC en ce moment, ton cost of acquisition, ton coût d'acquisition est à 300 $. C'est sûr que si tu augmentes ça, puis là, je donne des gros chiffres. Tu veux mettre de cash possible dans cette équation-là, dans cette machine-là. Exact. Fait que tu sais que marginalement, ton coût d'acquisition va monter à partir du moment où tu vas saturer à un moment donné ton canal, il va falloir que tu en trouves d'autres, etc. Mais il est permis de croire, puis tu peux faire des tests même avant de trouver du capital. Tu peux dire, OK, si je mettais plus d'argent dans ce canal-là, qu'est-ce qui arriverait? Oui, mon coût d'acquisition monte à 1000, mais je suis encore rentable. Fait que oui, marginalement, ça me coûte plus cher, mais je pourrais déployer du capital là-dedans. Puis là, soudainement, OK, on accélère. Ou il y a des features que tu dois sortir qui te demandent plus de vélocité. Je suis beaucoup plus porté à conseiller les clients à aller chercher du capital car c'est du capital de croissance et que du capital pour développer des fonctionnalités. On dirait que trop, puis peut-être parce que on est plus en B2B SaaS. Si j'étais dans peut-être des séances qui sont un peu plus dures ou des trucs qui demandent un peu plus de capitaux, je sais pas le discours que je tiendrais. Mais je trouve que souvent cet argent-là est pas trop est mal utilisé. En fond, d'augmenter tes efforts de commercialisation permet de faire tourner la roue, qui te permet ensuite de développer et aussi de trouver ce que le client veut et ton futur client veut. Fait que j'aime beaucoup. Je suis totalement d'accord avec toi, là. Ouais. Absolument. Dans le cas de la startup que je travaille avec, je dirais que on est comme proche de figure out le product market fit pour de vrai, là. Parce qu'en ce moment, à chaque semaine, je pense qu'on débloque des clients, puis le LTV de CAC a de l'air très élevé. Donc, mais il y a tout le temps des questions d'est-ce qu'on peut livrer le service at scale. Il y a des choses à figure out. Peut-être mais ça, l'argent règle ça. Ouais. C'est ça qui est surprenant, c'est que, tu sais, dans ça, moi souvent, tu sais, de livrer at scale, si ta recette est bien faite, puis tu sais que pour 20 comptes, j'ai besoin d'un support person, j'ai besoin de temps, surtout dans du software. Et puis là, je sais pas encore c'est que la nature, mais cette équation-là est beaucoup plus facile à résoudre avec de l'argent que l'équation de est-ce que je suis capable de croître ou est-ce que je suis capable de développer mon produit et où est-ce qu'il doit être. Ouais. Puis pour moi, cette équation-là est facile à résoudre en termes de dire, OK, il faut plus de capital. Mais là, encore là... Donc ça c'est dans l'exemple que je te donne, c'est go raise money, right? C'est lève des capitaux parce que... Je pourrais pas te donner ce conseil-là sans savoir le contexte entier, mais mon intuition première, si tu me dis... je suis pas capable de générer assez de capacité pour gérer mes clients qui vont rentrer. Je sais que je suis profitable sur ces clients-là. Je te dis, monte-toi une équipe de guerre. Je veux dire, triple ton
les personnes qui vont offrir le service avec un playbook que tu as développé en ce moment sur ta centaine de clients que tu as, par exemple. Puis, vas-y. Écoute, là, on jase, là. Oui, non, mais c'est super pertinent. Puis l'autre chose, c'est il y a une autre option au milieu. C'est peut-être que c'est pas du capital de risque, peut-être que c'est de la dette. Parce que... Oui, effectivement. Puis à mesure que... Effectivement, plus que t'as... Moins que de risques dans ce que tu vas faire, fait que plus que c'est facile de déterminer que il y a l'argent qui va rentrer, puis que tu es profitable, puis c'est plus une question de délai. Tu sais, mettons que ta LTV, c'est 10 000 $, mais ça te prend 3 ans à aller la chercher. Là, soudainement, tu as un contrat ferme, tu sais que ça va rester. Là, la dette est beaucoup plus intéressante que du capital de risque. Mais si c'est incertain, dès qu'il y a du risque, la dette te fait perdre de l'optionnalité pour le futur. Puis ça, faut pas l'oublier. Puis on en a parlé d'emblée. Quand tu prends de la dette puis t'es pas sûr que tes fondamentaux économiques de ton entreprise vont être assez forts pour rembourser celle-ci, tu viens de prendre un gun puis te tirer dans le pied. Ouais. Il faut faire très attention à ça. Donc, dans ce cas ici, là, juste pour être clair, si ton LTV est récupéré sur plusieurs années et est largement plus grand que ton CAC, tu sais que la différence va être en masse capable de payer et le principal et l'intérêt. Et le profit. Et le profit, ça va être une bonne... Ouais, c'est ça, le profit, puis toutes les autres choses, la marge que tu veux, dégager, ça pourrait être une bonne option d'aller vers la dette. Exact. La dette est plus intéressante à ce moment-là. Fait que la règle générale, là, c'est moins c'est risqué, plus on s'en va vers la dette, plus c'est risqué, plus on s'en va vers du capital de risque, dans le mot. Puis du venture debt, c'est pas du capital de risque, c'est de la dette. Peux-tu élaborer là-dessus? Du venture debt, quand ça va mal, la venture debt se transforme en banque. Quand ça va bien, elle se transforme en... Ah oui, ça c'est comme le pire des deux mondes. Je me rappelle, on regardait cette option-là, puis c'est comme ça. Si ça va bien, ils ont un call option sur notre équité. Exact. Si ça va mal, ils ont un call option sur de l'intérêt qu'on doit leur payer à long terme. Puis en plus, ça va mal, ça comme good luck. Exact. Puis dépendant de la structure des shares dans la compagnie, ils sont toujours payés avant les fondateurs. Tu sais, versus common. Ouais, action préférentielle, ouais. C'est drôle, je parlais de ça avec mon partenaire d'affaires, puis on était comme, OK, cette option-là, on le met de côté parce que ça n'a pas de l'air trop intéressant. Parfois, c'est une option qui est valide, là. Je dis pas que c'est... Mais c'est ça, il faut savoir exactement c'est quoi que ça mange, là, ce type d'instrument-là, puis c'est quoi les conséquences de ça. Fait que dans l'analyse de est-ce qu'on finance, il y a deux parts. C'est quoi les conséquences du financement, puis c'est quoi que ça nous permet d'activer. Ouais, puis je pense c'est juste après ça, là, si on parle de fundraising, puis les sources de financement, une fois que tu as l'argent, OK, ça c'est une autre question. Use of proceeds. Comment est-ce que je vais dépenser l'argent de façon efficace? Tu as un peu parlé de ça, le growth marketing versus le développement de produits, mais comme descendons d'un niveau d'abstraction. Si on regarde les grands départements d'une entreprise, il y a le marketing, il y a les ressources humaines, il y a les opérations, il y a ci puis ça. Comment est-ce que tu vois le déploiement de ces capitaux-là? Puis peut-être que la façon de répondre, ça serait scénario optimal, comme 10 sur 10. Tu vas probablement dire, tu dépenses sur des Google Ads, sur un channel marketing que tu sais va avoir un positive LTV to CAC, puis tu pompes là-dedans, puis that's it. Puis peut-être des ressources humaines pour servir les nouveaux clients. Mais je te laisse élaborer si tu as des idées comme plus développées là-dessus. Ouais. Puis là, on trace des grandes lignes, là, mais les entreprises sont des environnements complexes avec des contextes différents chacun. Il suffit, mettons, qu'une différence de 5 $ dans ton coût d'acquisition, puis la stratégie qu'on pourrait donner à une entreprise est complètement différente de celle de l'autre. Fait que parfois, c'est pas grand-chose qui change la dynamique. Le rôle du directeur financier, du CFO et du CEO,
c'est d'être les allocateurs de capitaux. C'est eux autres qui allouent le capitaux aux bonnes places. Fait que en vérité, toutes les réponses sont bonnes, mais il faut seulement que ça soit une réflexion qui est très stratégique et non par défaut. C'est souvent ce que je réalise, c'est qu'il y a des choses qui sont faites par défaut. Un, parce que on mettait 1 million de Google AdWords par année par le passé, puis on va continuer à faire ça. On a dit à nos investisseurs qu'on allait brûler 2 millions, fait que c'est dans les attentes, fait qu'on veut pas nécessairement les affronter pour dire qu'on dépense 3 millions, mais pas non plus parce qu'on dépense 1 million, parce qu'ils vont faire comme, ben là, pourquoi j'ai investi en toi si après ça, tu joues à la poule? Comme, vas-y. Mais en même temps, si c'est fait de façon courageuse et stratégique, c'est pas vrai que tu es obligé de dépenser ton argent comme tu as dit que tu allais le dépenser si tu as des nouvelles informations qui devant toi. Ce n'est pas vrai que une stratégie qui ne fonctionne pas, tu devrais l'appliquer pendant 1 an ou 2 puis on en a parlé tout à l'heure. Fait que moi, c'est plus ça que j'invite les gens à faire, c'est d'être beaucoup plus stratégique, mais aussi ouvert à l'expérimentation, c'est-à-dire exact. Avec cet argent-là, tu as de l'optionnalité, encore une fois, tu peux découvrir des nouvelles façons d'acquérir des clients. Puis peut-être que l'approche que je proposerais, c'est fais des petites expériences. C'est plusieurs petites expériences qui peuvent échouer, puis ça devrait pas avoir trop un grand effet. Mais si par exemple, une campagne que tu testes va bien, puis les unit economics sont positives, mais là, tu peux scaler up, puis tout à coup, tu as trouvé une nouvelle façon d'acquérir des clients. Right? Je suis d'accord avec cette prémisse-là, dans le sens que tu satures tes canaux d'acquisition. En fait, tu devrais te poser la question d'un point de vue allocation de capitaux, qu'est-ce qui est non saturé dans les canaux des canaux d'acquisition qu'on connaît, puis comment est-ce qu'on les sature, donc comment est-ce qu'on trouve le point où est-ce qu'on maximise l'argent qu'on peut faire par rapport à ce qu'on dépense. Puis de l'autre côté, comment est-ce que tu actives d'autres sources, puis c'est ce que tu décris, comment tu fais des tests pour activer d'autres. Donc, il y a peut-être des canaux d'acquisition que tu ne sais pas, ou que tu l'as essayé, ou tu l'as mal testé, ou que tu veux réessayer différemment. Puis là, tu alloues des petites sommes d'argent pour faire des tests, puis à un moment donné, tu sais que ça marche, puis là, tu le satures ou tu diminues. Fait que c'est quand même vivant. Il faut juste pas rentrer dans le piège le plus important du dollar budgété, du dollar qui reste au même endroit pour des raisons politiques. Dynamique. Exact. Surtout pour une startup. En fait, c'est le principal avantage de la startup par rapport à la grande entreprise. La grande entreprise n'est pas capable de réallouer des budgets de façon dynamique. Elle est juste, dans sa structure politique, elle est capable de faire ça. Ouais. Elle a plein d'avantages, mais celle-là, elle n'a pas. Ce que la startup a, c'est de dire, si ça marche pas, je le tue, j'essaie d'autres choses. Je suis capable de faire des tests à vélocité très élevée. J'ai pas besoin de faire approuver ça par 36 personnes. Pivot. Exact. Fait que c'est ce qui lui permet après d'aller chercher la taille et les unités économiques pour compétitionner avec les plus gros. Mais il faut qu'elle utilise ses avantages. Puis ça, c'est certainement sa capacité à être dynamique dans la façon d'allouer ses capitaux. D'un point de vue financier, c'est son grand avantage par rapport à la grande entreprise. Absolument. Puis une startup qui n'utilise pas cet avantage-là est handicapée dès le début. Là, déjà, tu n'as pas des économies d'échelle, tu n'es pas trop efficace, mais tu es, efficient. Les grandes entreprises sont efficientes à cause de leur économie d'échelle et autres. Puis les petites entreprises sont efficaces parce qu'ils peuvent pivoter rapidement puis trouver le signal over noise. Donc, super intéressant. Puis, c'est important de mentionner, je veux nuancer un commentaire que j'ai fait aussi. L'approche d'expérimentation. Je veux pas donner l'impression que ça, c'est juste à court terme parce qu'il y a des expériences qui peuvent prendre 1 an. Par exemple, dans le cas du SEO ou de la création de contenu, là, c'est pas à cause que tu as fait 10 podcasts puis que tu n'as pas beaucoup de subscribers que tu devrais arrêter. Au contraire, je pense que la statistique, c'est comme 21 épisodes. 99%, je sais pas, des podcasters n'arrivent pas à ce point-là. Donc, c'est juste de continuer, puis d'être consistant, puis de l'améliorer. Mais ça, c'est aussi un bet que tu fais, que peut-être le contenu qu'on crée avec le podcast est pertinent, puis il y a une audience, un marché cible qui va acheter ou qui va consommer. Donc, il y a certaines expériences qui sont plus de longue haleine qu'il faut considérer. Entièrement d'accord. Puis il y a 2 facteurs dans ce que tu décris. Il y a le premier facteur que ça se compose.
à chaque fois que tu fais un podcast de plus, puis tu convertis quelqu'un, il va voir ce que tu as fait avant, puis il consomme ton contenu. Fait que c'est pas le dernier podcast qu'il consomme, c'est l'ensemble de l'œuvre. Fait que si tu as juste fait un podcast, ils vont faire comme, ben, non seulement ton champ est faible, fait que ça, c'est la première, puis ça s'applique plus au SEO, mais au contenu aussi. Puis le deuxième, c'est que c'est pratiquement impossible de faire une expérimentation, à moins que justement tu l'aies fait auparavant dans une autre entreprise ou dans un autre contexte, puis que tu saches exactement comment l'exécuter. Ça prend du temps, puis ça prend des tests, puis ça prend une rétro du marché, parce que sinon, tu sais, puis là, souvent, c'est ce qui arrive, on l'a fait, puis ça n'a pas marché. Mais oui, combien de fois tu l'as fait? Combien de fois tu l'as testé? Il y a des endroits où est-ce que tu as moins de chance. Par exemple, dans un consumer app, quand tu fais un reveal, t'es mieux d'avoir fait tes tests à très micro-échelle parce que t'as pas 150 chances, mais dans à peu près tout, sinon, tu peux quand même itérer puis t'améliorer avec le temps. Là. Donc, on est sur la même longueur d'onde que le commitment à long terme. Ça veut pas dire que la vélocité est faible. En fait, c'est un commitment à long terme à haute vélocité. Donc, beaucoup de tests, puis beaucoup de tests qui sont bien exécutés. Là. Ouais, absolument. Hey, c'est quoi le Founder's Trap? Founder's Trap. C'est une note que j'avais, puis j'étais comme, c'est quoi le Founder's Trap? Je sais pas c'est quoi. Ben, je pense que ce qu'on voulait dire à ce niveau-là, c'est quoi les pièges dans lesquels les fondateurs peuvent facilement tomber. Right. Je pense qu'on en a déjà parlé. Mauvais cofondateur, ça c'est clair que c'est dead on arrival. En fait, tant que c'est pas réglé, tant que le chicane d'actionnaire est pas réglé, c'est pratiquement impossible d'avancer. Puis parfois, c'est du monde qui saillisse, mais qui sont capables de travailler ensemble, fait que ça fonctionne, mais il faut trouver le point d'équilibre, fait que ça, c'est super important. D'un point de vue financier, de pas regarder ses finances de façon stratégique et tactique assez, puis de penser que tout va s'arranger, puis manquer de confiance dans les décisions, ça, on en a parlé, c'est excessivement critique. Fait que pour moi, ça, c'est deux trappes de fondateurs qui sont quand même assez fortes. Trouver le dosage aussi de conseils externes. Un des problèmes avec les conseils externes, c'est ils vivent pas avec les conséquences, mais aussi ils n'ont pas l'ensemble de l'œuvre de ce qui est devant toi. Un des rôles des fondateurs, c'est de faire, on parlait du corps entier, mais c'est de faire l'arbitrage total. Puis pas juste de l'entreprise, mais aussi du bonheur des gens qui sont dedans. Puis la personne qui est fondatrice en premier. Donc, c'est important d'aller chercher du conseil, mais à la fin, les décisions doivent être prises vraiment, vraiment avec confiance, puis en suivant des intuitions. Une des choses qui est bonne, en fait, tu n'as pratiquement pas le choix de suivre ton intuition, surtout quand tu es un jeune fondateur. Puis ton intuition va se développer avec le temps. Mais si tu ne suis pas ton intuition, puis tu suis seulement les conseils, ça va être très difficile de faire les erreurs qui vont te permettre de grandir. Le but, c'est de surtout pas faire des erreurs qui vont te tuer. C'est là que les conseils de comptable puis les conseils d'avocat peuvent être très, très bons. C'est correct ça, c'est des choses qui peuvent tuer, ouais. Exact. Si tu le fais mal. Puis si tu le fais mal, ça peut te tuer. Ouais. C'est ça. J'ajouterais une chose. Les conseillers externes n'ont pas de skin in the game comme toi en tant que fondateur. Puis ça veut dire fondamentalement qu'il y a un mal alignement d'intérêts. Parce que c'est facile de donner des conseils. C'est facile de donner des conseils, que le fondateur le suive ou pas. Mais pour le conseiller, il n'y a pas de skin in the game autant. Puis il faut que le fondateur comprenne ça, qu'il n'y a pas de conséquences pour le conseiller, il y a des conséquences pour toi en tant que fondateur. Puis je me rappelle plus où j'ai vu ça, mais c'est comme si tu veux être assuré de prendre la mauvaise décision, demande à comme le plus de gens possible quoi faire. C'est comme ces gens-là, ils ont juste pas de skin in the game, ils ont pas l'ensemble du contexte de ton entreprise puis tout ça. Puis je termine là-dessus, mais c'est aussi super important selon moi pour que le fondateur ait une immense
Comment l'articuler? Les bons fondateurs, là, les meilleurs, sont contrariens. Si tu connais le mot, c'est plus anglophone, mais ils sont comme un peu anti-convention. Donc, une chose qu'il faut faire attention aussi avec les conseillers, c'est que souvent, tu vas entendre beaucoup de conventionnels. Mais tu es en train de bâtir une start-up qui essaie de créer soit quelque chose de nouveau ou disrupt quelque chose d'existant. Puis c'est pas le conventionnel qui va t'amener là. Je pense que le conventionnel t'aide dans ton domaine et dans le domaine des avocats, absolument. Parce que ça, c'est des erreurs que tu peux faire qui peuvent être catastrophiques, mais au niveau de la technologie, au niveau du marketing, c'est quasiment comme un avantage de pas trop prendre de conseils conventionnels. Puis j'espère que le fondateur est naturellement inconventionnel. C'est un bon point. Naval Ravikant a une sorte de tableau par rapport à ça. Il y a l'axe du traditionnel et de du rebelle et de la convention, right. ou la personne qui est à l'extérieur du cadre. Puis il y a l'axe de l'optimisme et du négativisme. Ouais. Si tu es anti-convention et tu es négatif, ce que tu fais, c'est que tu te marginalises. Tu deviens quelqu'un qui est fâché, tu deviens un rebelle. Exact, tu deviens un rebelle, mais tu ne crées pas nécessairement de valeur. Puis ça, il y en a beaucoup autour de nous. Tu le vois, c'est du monde qui chiale, mais qui font jamais rien. Fait que ça, ça c'est... Ils sont misérables. Exact. C'est comme, reste loin de moi, là. C'est tellement misérable. C'est une position qui est triste. Puis souvent, c'est pas qu'ils ont même pas raison sur ce qu'ils disent. C'est que juste que... Il agissent pas. Exact. Le cynisme t'amène à une place qui est tellement, tellement malheureuse parce qu'à la fin, tu t'en tires jamais parce que l'impact que tu peux avoir en tant qu'humain sur la société est tellement faible que tu n'arrives jamais à réconcilier ton négativisme avec ta vision, toi, de ce que devraient être les choses. Par contre, le fondateur, en étant optimiste, lui dit « Ah oui, moi, j'ai le pouvoir de changer les choses. J'ai le pouvoir de dire ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Puis moi, je vais l'amener à l'endroit que je pense. » Puis ça prend justement être contrarien, mais aussi avoir une haute dose d'optimisme et dire « Moi, juste avec la force de mon vouloir, là, je vais changer la planète, je vais changer la façon de faire, je vais créer un produit qui n'existait pas auparavant. » Puis je suis d'accord avec toi que c'est l'opinion de Naval que ces gens-là sont très durs à trouver dans une société parce que être contrarien, c'est pas quelque chose qui est encouragé. Mais quand tu as cette combinaison-là, ça fait des entrepreneurs exceptionnels. Avec d'autres traits aussi, mais oui, ça c'est comme le core de qu'est-ce qui les rend exceptionnels. Puis après ça, tu as besoin du work ethic, puis de l'intelligence, puis tout ça, mais... Exact. Puis si tu regardes les deux autres cadrans, qui est comme traditionnel optimiste puis traditionnel pessimiste, traditionnel pessimiste, c'est juste ennuyant, des bore you, fait que tu sais, ça on en parle même pas. Ouais, pas tous. Puis traditionnel optimiste, ben là, ça, c'est des gens qui te permettent de croire, c'est des gestionnaires, c'est du monde qui te conseille, c'est du monde qui met la structure. C'est important de les avoir quand même parce que si tout le monde veut changer les choses, il y a pas d'ordre. Fait que l'optimisme est important, je pense, pour avoir du fun à travailler puis créer des choses. Mais c'est ça. Il faut. Moi, je pense que les deux cadrans d'optimisme sont importants, mais celui de cynique optimiste, ben lui, il a comme la capacité de créer des choses qui sont vraiment différentes. Ouais, absolument. By the way, j'adore Naval. Je l'ai découvert il y a 2 ans, puis j'ai comme absolument absorbé tout son matériel. Ça me fait poser la question, qui d'autre? Je pense on consomme beaucoup des mêmes contenus, puis ça me surprend pas, là. On est dans un monde comme dans une bulle startup qui est quand même un echo chamber, mais qui d'autre, autre que Taleb, autre que Naval, est-ce que tu écoutes ses conseils, puis que tu suis ses conseils, puis tu trouves particulièrement insightful? J'aime beaucoup, mettons, en termes de créateur de contenu, j'aime beaucoup Jason Lemkin pour tout ce qui est commercialisation. J'aime beaucoup Secret CFO pour tout ce qui est finance corporative. Qui d'autre que j'aime beaucoup? Je ne connais pas. Intéressant. Ouais. Peux-tu me les envoyer après? ça me ferait plaisir. Ouais. Qui d'autre? What about Alex Hormozi?
Pour vrai, c'est drôle parce que je pars un projet avec ma copine qui dans le fitness. C'est elle qui s'en occupe, puis j'ai lu son livre de Jim Lunch récemment, puis je le trouve très, très, très intelligent. Fait que c'est bien. J'aime ce qu'il fait. Oui, fait que Alex Hormozy est très, très bien. Je trouve qu'en termes de vente et marketing, ce gars-là, il est tellement fort. Comme il connaît les unités d'économie comme c'est comme respirer, genre. C'est même pas difficile pour lui de passer à tout ça. Dans ses vidéos, à la limite, il a de l'air un peu comme blasé, là. Il est comme, comme tu peux bâtir une business à 100 millions, whatever. Juste en suivant une formule simple. C'est peut-être son marketing. Hein? Fait que juste pour finir, ceux que j'aime beaucoup, Jason Cohen de Smart Beer, très, très bien. J'ai Nikita Beer, que je trouve incroyable dans tout ce qui est consumer app. C'est ça. J'ai une couple d'influenceurs plus nichés d'un point de vue finance, mais je sais pas si c'est si utile à partager. Puis je connais pas les noms par cœur. Je suis très mauvais pour retenir les noms. Je sais juste que je suis intéressé par le contenu que tu crées. Là. Mais sérieusement, je pense que je suis en plein en train d'apprendre plus sur les finances en ce moment. C'est pour ça que notre discussion est très intéressante. Donc, n'hésite pas de m'envoyer des favoris que tu as avec tous les gens que tu viens de mentionner. Puis, je pourrais le partager aussi dans la description du podcast qui va sortir. Cool. Tournons vers un sujet que je sais que tu adores. C'est tout au niveau des B2B SaaS. Right? Comme ça, c'est un modèle d'affaires. SaaS, c'est un modèle d'affaires qui a révolutionné un peu le monde des affaires. C'est comme la transformation numérique d'un modèle d'affaires qui était normalement, tu avais un style, je crée un produit, je vends un produit, une unité à la fois. Là, on a un SaaS qui fait que tu peux comme un peu amortir ce service-là et le livrer de n'importe où au monde sur une base mensuelle. Tu arrêtes de payer, tu n'as plus le service ou tu fais un downgrade. C'est très intéressant. Surtout quand tu vends à des grandes entreprises, B2B à des entreprises, parce que là, tu peux avoir beaucoup de certitude dans ton modèle, plus que B2C. Donc, je sais que beaucoup de gens sont dans le SaaS pour cette raison-là, mais pour bien comprendre comment ces business-là arrivent à avoir du succès, il y a certains chiffres qu'on regarde qui vont être des bons indicateurs de performance. Puis, je veux rentrer dans cette discussion-là de quelles sont ces métriques de performance-là, quels sont les plus importants, qui sont comme des must-haves sur ton dashboard de fondateur B2B SaaS. Puis, qu'est-ce que vous regardez de votre côté à le chiffre pour démontrer que ça va bien? Fait que d'emblée, indicateurs financiers normaux, là, ce qui veut dire jeu d'état financier, état des résultats, bilan, flux de trésorerie. Il faut qu'il y ait quand même des bons tableaux de bord et des bonnes maîtrises de l'équipe de direction là-dessus. Fait que ça, c'est comme la base. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, là, tu montes justement plus dans les métriques dont tu parles. Métriques de première génération, on va parler beaucoup de LTV, CAC. La LTV, pour moi, c'est comme mon étoile du Nord. Ensuite, la déclinaison de la LTV est vraiment, vraiment importante. Il ne faut pas juste prendre la LTV de façon bête parce qu'elle peut swinguer, elle peut avoir plein de choses qui font que c'est pas la meilleure chose. Mais en vérité, possiblement tout ce que tu fais, c'est dans le but d'améliorer ta LTV, ta long-term value. Pour ceux qui ne savent pas, là, peux-tu définir c'est quoi le LTV pour faire un petit breakdown? C'est la lifetime value, c'est la valeur long terme de ton client. Ce qui veut dire que, dans le fond, c'est le désir de ton client de payer un certain prix sur d'une durée de temps importante. Fait que quand je dis l'étoile du Nord, c'est tout devrait être orienté vers la LTV, c'est de dire, OK, comment est-ce que je peux satisfaire ou créer une expérience exceptionnelle pour mon client qui veut jamais partir de chez nous et qui est prêt à payer une somme de plus en plus importante ou la somme que je désire qu'il paye pour mon produit. Donc, tout ce que tu fais, tes efforts de développement, tes efforts de commercialisation, ça devrait être ça. Fait que ça, c'est comme ta première métrique. Puis la deuxième métrique, c'est combien de ressources je dois déployer pour faire ça. Puis là, on parle de marge. Ce qui est bien avec le B2B SaaS, c'est que souvent les marges brutes sont exceptionnelles. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin
marginalement, tu n'as pas besoin d'engager beaucoup de dépenses pour servir un nouveau client. Ça dépend encore des modèles. Puis le plus important là-dedans, c'est évidemment le coût d'acquisition, comment ça te coûte d'aller chercher un client. Puis donc ton LTV to CAC, on en parlait tout à l'heure, ton coût d'acquisition c'est une métrique qui est super importante. Mais encore là, la LTV a quand même différents sous-métriques qui doivent encore, puis là on arrive à la génération 2, puis d'être plus net retention rate, ton payback period, ton analyse de cohorte, ta compréhension fine de ce qu'est LTV, parce que tu as besoin de savoir, OK, mais est-ce qu'il se repaye rapidement? Est-ce qu'il se repaye lentement? Est-ce que je suis capable de faire grossir mon compte? Donc, ce n'est pas nécessairement un nouveau client, mais je fais grossir mon compte. C'est quoi ma capacité à travailler un compte over time? Donc, d'avoir la sophistication d'un point de vue métrique pour comprendre comment le compte va interagir avec nous à travers le temps, c'est super important pour savoir après ça quels efforts je veux déployer pour le faire. Fait en termes de tableau de bord, c'est pas mal ça qu'on va regarder en priorité. Mais tu sais, le coût de servir de servir un client, c'est pas juste le CAC. Il y a plein de choses qui viennent en compte. Il y a des trucs à supporter, il y a des efforts de développement à faire. C'est important d'avoir une bonne charte comptable, d'avoir des bons buckets, d'être capable de lire ça, puis de le lire de façon intelligente, d'avoir une conversation intelligente avec des investisseurs. Fait que, pour moi, t'as comme état financier, faut que ça soit très, très, très clean. Après ça, tu passes à tableau de bord. Puis en tout ça, tu as ta modélisation financière qui vient faire le pont des deux. Right. Puis si on donne un exemple concret, là, corrige-moi si j'ai tort, mais imagine, tu vends un produit SaaS, ça te prend 1 000 $ pour acquérir un client. Ouais. Sur le lifetime du client, tu vas récolter 10 000, mais de ce 10 000-là, ça prend 2 000 pour le servir parce que c'est un SaaS, c'est efficace, on va dire. So là, tu es rendu à 8 000 pour acquérir, 2 000 pour servir. Tu as un net de 7, right? Ouais. Puis là-dedans, les facteurs qui vont influencer ton LTV, je pense que tu l'as mentionné, mais la rétention de ton client. Éventuellement, il va avoir un churn ultime at the end of the line. Puis ton objectif, c'est vraiment de pousser ça le plus loin possible dans le futur en livrant de la valeur à ce client-là. Ou avoir un très, très haut, un stickiness ou un switching cost, parce qu'il y a des produits c'est comme ça que ça fonctionne. Ils vont juste te lock-in. C'est très difficile de partir. Comme on va dire, un Google. Moi, sur Google, comme tout le monde rit de moi parce que je suis pas du club Apple. Je suis comme, guys, même si je voulais aller à Apple, sais-tu comment d'informations que j'ai investi sur Google, puis comment je suis embeddé dans cet écosystème-là, ça serait très inconfortable de partir. Ouais, il y a un coup de changer, ouais. Ouais, un coup de changer. Donc, c'est ça, dans ces métriques-là, est-ce que c'est juste? Puis, selon toi, est-ce que c'est bon de finir avec un LTV de CAC de on va dire 8 000 sur 1000. So, ça, c'est 8 pour 1. Ouais. Right. Encore là. Quand je parlais de sophistication tout à l'heure, il faut vraiment comprendre à quel point tu vas récupérer vite ces sommes-là. 8 pour 1, c'est très bon. Là. Tout ce qui est en haut de 5, là, généralement, t'es très, très, très confortable avec ça. En bas de 3... Mais si tu le collectes sur 10 ans, là, tu peux avoir des enjeux de cash flow. Exact. Puis non seulement ça, mais le contexte peut changer complètement. Là. Tu peux te faire tasser par un autre un compétiteur. Ta réalité d'aujourd'hui n'est pas ta réalité de demain. Là. Fait que oui, tu peux avoir confiance à ta capacité à exécuter, mais ChatGPT rentre, puis soudainement, t'es plus là. Fait que, tu sais... C'est vrai. Ouais. Excuse-moi. Ta durée de récupération de ton investissement est parfois plus importante que même ta durée ta LTV totale. Là. Fait que, il faut comprendre ça. C'est quoi ton CAC payback time? C'est combien ça te prend? Ça te prend-tu 2 ans? Ça te prend-tu 1 an? Puis ça se finance en passant. Une fois que tu comprends ça de façon dynamique, là, tu dis, OK, si j'emprunte 1 million, d'ici 2 ans, j'ai 2 millions. OK, bon. Ouais. Les maths fonctionnent pas comme ça. C'est next level. Comme ça, c'est quand tu es rendu très sophistiqué en tant que gestionnaire financier, CFO. Exact. C'est important. À partir du moment, si tu veux être bien accompagné d'un point de vue finance, il faut que ton CFO ait une maîtrise fine de ça. Là. Parce que sinon, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent être manquées. Là. Ça, c'est sûr et certain.
Selon toi, basé sur ce que tu viens de dire, ce serait pas optimal d'avoir un produit où tu dépenses 1000, tu récoltes 10, ça coûte 2, puis tu récoltes tout l'argent upfront. Ça serait optimal, right? Parce que tu as l'argent dans ton compte, tu as payé ton cost of goods sold, COGS, right? Puis là, ben, comme tu as dit, il y a un risque inhérent à projeter la récolte d'argent dans le futur parce que il faut que tu ajoutes un discount rate. C'est pour ça que les discounted cash flow analysis, ils ont tellement un discount rate à mesure que les années progressent. Tu peux pas compter 10 000 aujourd'hui comme 10 000 dans 5 ans. C'est pas pas la même valeur là, selon le risque puis l'inflation, peut-être ça. Exact. Oui. C'est la raison pourquoi les modèles de pricing alternatifs ou les différents modèles de pricing sont importants. Si tu vends des licences annuelles prepaid, tu viens de diminuer de beaucoup ton risque puis de comprendre très, très rapidement c'est quoi ta LTV. Tu sais, tu disais d'emblée que le B2B SaaS est un nouveau modèle. Le logiciel Microsoft... On s'entend que ça fait quand même une couple de décennies là, que ça existe. Exact. Mais tu sais, est-ce que Microsoft qui te vend une licence Office dans le temps, Word, que tu annuellement, que tu repayes, est-ce que c'est un B2B SaaS? La seule différence, c'est qu'il ne pouvait pas couper le service dans l'année, puis l'updater. Ben oui, il poussait des updates quand même. Mais à un moment donné, par contre, il y avait des disques qu'il fallait, comme je me rappelle de ça, t'allais à Best Buy, t'achetais la disque pour comme 96 ou whatever, 95, puis tu le mettais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes là-dedans. Mais tu sais, je dis ça pour dire que dès que le cash est dans ta banque, c'est fait, là, je veux dire. Puis d'accélérer le moment où est-ce que le cash va être chez vous. C'est toujours un avantage. C'est toujours un avantage. Puis je peux donner cette dernière piste de réflexion-là. Souvent, les gens vont essayer de fitter un triangle dans un rond puis dire « Ah oui, je veux de la rétention, mais la vérité, c'est que ton produit est transactionnel. » Fait que ce que tu veux, c'est charger le maximum au départ. Ouais. Puis après ça, accepter... Tu sais, si tu le vends à 3500 au départ, ton produit, c'est mieux que de le vendre sur 10 ans, 100 piastres, puis de dire, OK, ben, excuse-moi, 100 piastres, 1000 piastres, puis là, tu te dis, ah, ben, j'ai 10 000 au lieu de 3500. Mais non, mais ton 3500 aujourd'hui, là, non seulement tu l'as, mais tu peux le réinvestir pour faire d'autres choses. Donc, pour les fondateurs qui écoutent, c'est primordial. Il y a aussi le concept de vélocité d'argent, hein? Velocity of money. C'est d'accélérer cette vélocité-là pour que tu collectes le plus upfront possible parce que ça te donne l'optionnalité, encore une fois. Puis le plus que tu le pousses dans le futur, c'est incertain et donc il faut le discounter. C'est pas 10 000, c'est peut-être 7 000 si tu le collectes sur 5 ans ou équivalent de 7 000. Ouais. Exact. Puis le plus important, justement, c'est de... Puis aussi, l'argent que tu as, tu sais, tu parles de discount rate, etc., puis de coût d'opportunité. Souvent, pour une startup, le pourcentage de rendement espéré est beaucoup plus élevé que celui du marché. Là. Donc, si tu es capable de générer du 100 à 200% dans ta compagnie, la banque ne considère jamais ça. Et n'est pas capable de faire ça. Un VC, lui, comprend ça. Mais si tu dis, je suis prêt à aller chercher 2 millions d'argent externe puis faire toutes les pirouettes que ça nécessite pour faire ça, mais je serais capable, mais mon autre option, ça serait de dire, au lieu de vendre mon logiciel 10 000 sur 3 ans, je le vends tout de suite en 6 mois ou tout de suite pour 5 000. Le 5 000, tu le réinvestis puis il compound, là. Il compound à un rythme de 100-200%, puis là, je donne des chiffres astronomiques, mais il faut comprendre cette dynamique-là. Ça, c'est l'avantage de la startup que, à ton point, la plupart des gens ne comprennent pas l'exponentialité, si ça se dit, d'une startup. C'est ça qui overcome le discount rate dans le futur. C'est comme, oui, on projette sur longtemps, mais il y a aussi un taux de croissance qui contrebalance ça. Donc, une startup qui fait 200% de croissance à tous les trimestres, qui commence à 100 000, mais c'est dans probablement les dizaines de millions après une couple d'années. Là. Ça prend pas longtemps pour arriver là. C'est excessivement dur à exécuter, puis il y a peu
il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais c'est quelque chose qui existe. Là. Nous autres, on a accompagné GSoft, maintenant Workleap, qui ont connu du compounding rate en vendant leurs abonnements tout seuls, puis en passant pas par de l'argent externe. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait un high ticket. Ils vendaient prepaid, prenaient cet argent-là, l'investissaient, étaient tout le temps dans un contexte de croissance. C'est ce qui leur a permis aujourd'hui d'être 450 puis d'être un fleuron québécois, là. Ils l'ont fait sans suivre nécessairement les sentiers battus du VC Money. Ils l'ont fait avec beaucoup de créativité, avec beaucoup de risques, avec leurs propres moyens. Puis c'est quand même... puis Jean-Gab, mon partenaire, a été leur CFO pendant ces années-là. Puis je crois, était quand même central dans tout ça. C'est Jean-Gab beaucoup qui poussait les augmentations de prix, puis qui poussait les... tu sais, justement pour... comment dire, aider cette entreprise-là à croître. Fait que c'est certainement pas juste à cause de Jean-Gab que GSoft est rendu où est-ce qu'elle est, ou Workleap est rendu où est-ce qu'elle est, puis c'est la même chose pour le client. Important, là. Mais exact. Mais un directeur financier qui comprend pas juste les finances, mais l'impact de tout ça, un impact vraiment, vraiment qui peut être exponentiel lui aussi là, sur la santé future ou le succès d'une entreprise. Exact, oui, totalement d'accord. Puis peut-être une dernière question pour toi. Dans le cas où tu as une entreprise qui marche super bien, est un peu plus loin dans sa courbe de maturité, puis elle génère du cash, des bonnes marges, 30% par année, là tu accumules du cash, puis tu n'as pas nécessairement des idées de comment faire croître l'entreprise, tu n'as pas nécessairement d'idées sur comment dépenser l'argent. J'ai commencé à explorer le concept de treasury strategy, de stratégie de trésorerie. Comment est-ce que tu gères bien l'argent que tu as déjà accumulé? Par exemple, est-ce que tu achètes des actifs avec ça? Est-ce que tu rentres dans des fixed income, des bonds? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Est-ce que tu achètes quelque chose de plus poussé comme le Bitcoin, comme MicroStrategy fait aux États-Unis, puis plus d'entreprises? Donc, comment est-ce que tu penses à ça? Ben, pour moi, ça, c'est un champ d'expertise qui est complètement différent. Tu sais, d'investir dans une entreprise, c'est des mécaniques qui sont complexes, puis c'est là-dedans qu'on est tout le temps. Mais après ça, tes stratégies d'investissement sont d'un excédent monétaire d'entreprise sont pas tout à fait identiques, mais ça ressemble beaucoup à des stratégies d'investissement personnel. Donc, est-ce que c'est dans l'S&P 500? Est-ce que c'est dans des entreprises? Est-ce que c'est dans de nouveaux projets? Fait que c'est très, très similaire. Ce qui est le plus important rendu là, c'est les impacts fiscaux. Où est-ce que l'argent dort? Où est-ce qu'elle est investie? Comment est-ce qu'on le fait? Fait que pour moi, comment dire, c'est une autre game. Mais certainement, à partir du moment qu'il y a des excédents monétaires, il devrait avoir une stratégie avec ça. Puis même d'un point de vue financement, là, puis là, je fais peut-être un parallèle entre les deux. Si tu reçois 4 millions en termes de VC, puis ça dort dans ton compte en banque, tu ne dépenseras pas tout de suite ton 4 millions. Là. Ouais. Fais quelque chose avec. C'est un très bon point. Ouais. Puis tu dis que tu n'as pas vraiment d'opinion là-dessus parce que ça sort de ton champ d'expertise. J'ai des opinions sur quoi faire avec le 4 millions qui dort du VC. Là. On va le mettre dans des instruments sans risque à court terme, avec des tranches, puis on va réussir à travailler avec ça. Mm-hmm. J'ai une opinion là-dessus. J'ai des opinions personnelles sur des stratégies d'investissement. Ouais. D'accord. Mais c'est tellement, tellement, tellement différent, puis on pourrait en parler pendant 3 heures, Mike. C'est épisode 2. Mais c'est exact. mais c'est très similaire à, mettons, ce que tu ferais personnellement avec ton argent. Right on. OK. Écoute, moi, j'ai trouvé la discussion hyper dense d'informations. J'espère que tout le monde l'a apprécié autant que moi. Moi, j'ai pas d'autres questions pour le moment. C'est sûr qu'on va faire d'autres épisodes dans le futur, Thomas Louis, puis peut-être toi et Jean-Gab en même temps. Ça serait le fun d'avoir comme le... ding et dong. La dynamique des deux, le star duo. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais discuter? Non, merci Mike, ça a été très apprécié. Puis, on parlait de générosité tout à l'heure, j'ai senti ta générosité pendant le podcast, c'était bien. Ah, c'est gentil. Écoute, on va en faire d'autres, comme j'ai dit, puis lâchez pas dans ce que vous faites. Je veux dire, les startups ont besoin de vos conseils en ce moment. C'est une passe dure, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est temporaire. Puis ce qu'il faut faire entre-temps, c'est survivre. That's the name of the game. Survive and thrive. Je pense qu'il y a d'opportunités quand même de grandir à travers tout ça. Là. Faut
faut pas penser que dans des contextes difficiles, c'est juste il faut vivre en autarcie, puis il faut commencer à faire son jardin pour s'assurer de... Il y a des opportunités. Chaos is a ladder. Donc, il y a des... Baelish, I love it. Exact. T'écoutes-tu Game of Thrones en ce moment? Apparemment, la saison 2 de House of Dragon. Non. Je fais une rotation de mes abonnements, puis je suis pas rendu... faut que je retourne à HBO Crave à un moment donné, là, dans genre 6 mois. Je vais être rendu à... OK, on est rendu à HBO. Yo, c'est tellement une bonne idée, ça, parce que moi aussi, j'ai laissé tomber Crave. Je suis sur Netflix, mais là, je veux comme l'écouter. Je vais peut-être faire une rotation bientôt. Parce que c'est toujours ça que je fais. C'est comme 6 mois c'est Netflix, 3 mois c'est 6 mois c'est Apple, 6 mois c'est just do it. Puis tu prends les free trials. Fait que ah ouais. You get the best of all worlds. Hey, talk about gestion de trésorerie, hein? Il cote le burn rate, il fait la rotation. Oh my God. Je vais apprendre celle-là. Je vais apprendre. C'est super. Cool. Merci encore. Merci Mike.